Bon, eh ben, écoutez, je vous propose qu'on démarre. De toute façon, les 3-4 premières minutes, je vais remettre à plat comment ça va se passer. Je vais vous présenter le plan. Donc, s'il y a des personnes qui arrivent entre-temps, ben, elles pourront quand même rattraper. Et après, on va attaquer la partie la plus importante qui est concrètement tous les conseils qu'on a prévu de vous donner pour aujourd'hui. Alors, je vais devoir basculer sur mes slides. Donc, je vais moins voir vos messages en direct, mais si vous avez des questions, Margot est là pour les récupérer et vous répondre, que ce soit par écrit ou tout à l'heure en vocal. Je m'occuperai de faire le relais. Parfait. Et donc, on est très concrètement là aujourd'hui pour parler d'un sujet très précis. Toute l'année, on va avoir des webinaires, mais aujourd'hui, on a décidé de démarrer avec un sujet très précis qui est très concrètement comment est-ce qu'on démarre pour comprendre ce que c'est un actif web, ce que c'est une société digitale, comment on achète un actif web ou une société digitale. Alors très brièvement, et ça nous permet de combler pendant encore 30 secondes, 1 minute, petite présentation de l'équipe qui est derrière Dotmarket. Moi, je suis Kevin Jourdan, je suis le cofondateur de Dotmarket. Certaines d'entre vous ont très probablement déjà eu l'occasion d'échanger avec Mayanne, la cofondatrice de Dotmarket, et je suis accompagné aujourd'hui de Margot. Margot, je vais te laisser te présenter. Tout à fait. Je fais partie de l'équipe d'Outmarket sur la partie succès et service client, comme c'est indiqué. Je m'occupe de faire en sorte que vous soyez satisfait de votre expérience, aussi bien pour les acheteurs que pour les vendeurs, de voir où vous en êtes, de relancer les vendeurs quand c'est nécessaire et de fluidifier vos échanges sur la plateforme et de faire en sorte que tout se passe bien pour vous et que vous meniez à bien et vos recherches et éventuellement de finaliser vos ventes et d'être bien encadré autour de cet achat et cette vente. Exactement. Donc, si vous êtes en communication avec le service client communication de Dotmarket, très probablement que c'est Margot qui vous répond. Voilà. Et dans l'équipe, on n'oublie évidemment pas Thibaut et Antonin qui travaillent beaucoup plus sur la partie Dot+, donc sur nos mandats qu'on va qualifier d'un petit peu plus gros, qui accompagnent les sociétés digitales ou des sites plutôt valorisés au-delà de 500 000 € et qui nous sollicitent pour faire un accompagnement qu'on va qualifier de complet. Et je reviendrai tout à l'heure sur certains détails d'accompagnement, ça paraîtra peut-être plus clair. Et Gilles, qui, lui, travaille aujourd'hui exclusivement sur la partie filtrage des sites Dotmarket. Donc, tous les sites qui sont proposés sur Dotmarket passent par le regard expert de Gilles, qui a une carrière de e-commerçant, qui nous a rejoint quasiment au début de l'histoire de Dotmarket. Donc, il y a une très grosse expérience sur justement qu'est-ce qu'on attend comme qualité, qu'est-ce qu'on attend comme type de site à proposer sur Dotmarket. Et voilà un petit peu toute l'équipe qui travaille au quotidien sur le filtrage, le développement des fonctionnalités et aujourd'hui le webinaire qu'on vous présente pour avancer et vous partager un petit peu toute notre expertise et notre expérience sur ce secteur. Alors, pourquoi on a choisi de faire ce webinaire d'ailleurs? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 8765 exactement à nous avoir rejoints sur Dotmarket. Et pour la petite histoire, la première année d'activité, les premiers mois d'activité, la grande majorité de l'audience qui constituait les membres inscrits sur Dotmarket était une audience avec un degré d'expérience assez avancé. C'est logique. On vient toutes et tous du monde de l'édition de sites internet. Donc forcément, quand on a lancé Dotmarket, on a beaucoup échangé avec des personnes qui naviguaient déjà dans cet univers. Depuis quelques mois, avec le développement de la notoriété de Dotmarket, bien aidé notamment par le passage sur la martingale, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui viennent de la martingale parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges email ou des échanges téléphone avec pas mal de personnes ces 2 mois et demi, ces 2 derniers mois et demi. L'épisode est sorti début septembre, si je me rappelle bien, ou mi-septembre. On a vu un shift, un gros changement de typologie de profil et on a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent sur Dotmarket avec l'envie d'en savoir plus et de mieux comprendre qu'est-ce que c'est un business digital, pourquoi ça a l'air aussi intéressant. Ça l'est, mais bon, j'ai un biais, donc je ne vais pas vous dire que c'est génial et parfait, etc. On verra tout à l'heure qu'il y a des infos à garder en tête. Et donc, on a décidé de faire ce webinaire justement pour répondre à toutes les questions
qu'on a eu l'habitude de traiter depuis 2 mois et demi, qui sont quand même assez souvent les mêmes. Et donc, on pense qu'il y a des points clés qui valent le coup d'être revus. Donc, c'est pour ça, on fait le webinaire aujourd'hui en live et on va enregistrer ce webinaire. Voilà, ça permet de le répéter pour les dernières personnes qui arrivent. On va enregistrer ce webinaire, on va le redécouper, on va rendre disponible chacun des modules qu'on va aborder aujourd'hui sous format de petites vidéos qui seront uploadées dans l'espace membre d'Hotmarket et qui vous permettront à tout moment, si vous avez besoin de revenir dessus, de pouvoir revisionner ces vidéos. Et au programme, ça va être un programme assez riche. On va parler concrètement déjà de quels sont les différents types de business qu'on peut trouver sur Dotmarket, mais de manière générale que vous pourriez avoir un intérêt à reprendre ou à étudier. On va parler des différents types d'actifs digitaux et les modèles économiques qui sont rattachés à ça. Donc, pour toutes les personnes qui se posent la question, par exemple, de c'est quoi l'affiliation, c'est quoi le dropshipping, pourquoi dropshipping au e-commerce, on va en parler. On va parler rendement et valorisation. Concrètement, pourquoi ça coûte ce que ça coûte aujourd'hui un site internet et pourquoi les sites internet e-commerce valent plus cher que les sites de contenu, moins cher d'ailleurs, en l'occurrence, petit lapsus. On va aussi se poser la question de comment choisir le bon site pour moi, alors pour vous, du coup, en fonction de plein de questions que je vais vous amener à vous poser. On pourra même faire l'exercice en live tout à l'heure. Vous pourrez répondre aux questions. On va parler de formation aussi, même si je ne passerai pas trop de temps dessus, mais je vous donnerai quelques conseils sur comment on se forme aujourd'hui pour ce type de business. On va parler d'audit et d'analyse. Alors ça, on fera un webinaire dédié là-dessus pour les membres de Dotmarket. Je le précise parce que c'est un très long sujet. On va essayer de respecter le timing qu'on s'est fixé aujourd'hui, qui est d'à peu près 1 h 30. Je sais, c'est riche, donc oui, il y a le replay si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Je comprends, on a tous des choses à faire, mais en tout cas, on va faire de notre mieux pour respecter ce timing. On va parler justement des choses auxquelles il faut faire attention, mais on fera un webinaire dédié sur l'audit de site de contenu, audit de site e-commerce, même audit de SaaS dans le futur. On parlera sécurisation. Je sais que c'est un sujet et un vrai enjeu quand on démarre sur Internet, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour ne pas se faire avoir. Donc, on parlera de tous les éléments de sécurisation d'un rachat qui viennent évidemment en complément de l'audit, parce que votre premier atout sécurisation, c'est quand même de faire une bonne analyse des sites que vous achetez. Enfin, on parlera finance. Comment est-ce qu'on rachète aujourd'hui un site internet ou une entreprise digitale avec quelques solutions en fonction des typologies d'actifs. Et on terminera avec une session de questions-réponses si on a le temps. C'est ce que j'allais dire. Voilà, si on a le temps. Si on n'a pas le temps, on a déjà réfléchi à un plan B. On vous en parlera en bout de course. L'enjeu, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations pour l'instant. Donc, ça va être moi qui vais beaucoup parler. Donc, j'espère que vous êtes OK avec ça. On vous a préparé des slides qui, je l'espère aussi, vont être assez riches et on vous partagera. Dans les vidéos, vous aurez les slides, mais on pourra aussi vous partager le document au format PDF pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Donc, c'est un peu comme si on faisait une formation à la reprise de site internet aujourd'hui en partant vraiment des toutes bases et on terminera du coup avec cette session de questions-réponses, mais en gardant en tête que si on n'a plus le temps, on vous proposera une alternative. Est-ce qu'on est tous alignés sur ce plan? Est-ce que ça vous va? Je vois qu'il y a plein de gens qui viennent de la Martingale. Je regarde de nouveau le chat. Il semblerait, oui. On aurait dû faire sponsoriser ce webinaire par la Martingale. Ça aurait pu être amusant. OK, génial. Dans ce cas-là, sans plus attendre, je vous propose de basculer sur la toute première slide et on va démarrer l'enregistrement ici spécifiquement, Margot, pour recouper les vidéos tout à l'heure. C'est parti. Side business, rénovante, reprenariat. Concrètement, quel est votre projet? Aujourd'hui, vous avez dû le voir en vous promenant sur Dotmarket et notamment sur notre nouvelle page d'accueil. On adresse 4 typologies, 4 audiences spécifiques qui s'intéressent aux business digitaux. On a des personnes qui s'intéressent à l'opportunité de générer un revenu complémentaire. Générer un revenu complémentaire, ça peut être quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros. Ça, tout un chacun a ses besoins financiers et donc son objectif
de revenus complémentaires. Et en général, ces revenus complémentaires sont associés à l'idée de pouvoir avoir un side business. Donc justement, toutes les personnes qui viennent de la martingale, en l'occurrence, vous êtes arrivé avec cette idée de le side business digital m'intéresse, et ben on va en parler justement. Qu'est-ce qui fait un bon side business digital, etc. Un side business, aujourd'hui, les caractéristiques qui définissent un side business digital, c'est pas forcément le prix. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, on a des sites internet qui peuvent valoir plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros, mais qui, en termes de temps de gestion, peuvent être gérés en l'espace de quelques heures par semaine. Par conséquent, on considère que même si la majorité des personnes qui recherchent un side business pour faire un revenu complémentaire vont avoir un budget aussi qui peut-être va être un petit peu limité, c'est-à-dire compris entre quelques milliers d'euros et 20 ou 30 000 euros. De manière générale, ce qui caractérise réellement un side business, c'est le fait de pouvoir le gérer en parallèle d'une activité principale, que ce soit une activité entrepreneuriale ou que ce soit une activité de salarié. Margot, est-ce que je peux te demander de couper ton micro? Oui, bien sûr. Je te remercie. Vous aurez une meilleure qualité de son avec l'écho qui disparaît. Voilà, génial. On enchaîne, on fera une petite coupure pour la vidéo. Quand on parle de side business, on pense aussi en général à quoi ça, qu'est-ce que ça représente en termes de, de format de ce qu'on peut acheter. Et donc, je me suis penché sur concrètement, quand on rachète un side business, une rénovante ou un reprenariat, quel type de business on achète. Très majoritairement, quand on s'intéresse à un side business, on est sur du rachat d'actifs. Alors, un rachat d'actifs versus un rachat de fonds de commerce ou un rachat de titres, la différence qu'il va y avoir, c'est que quand on rachète un actif, on rachète uniquement le site internet avec évidemment tout ce qui va avec, hein, le nom de domaine, les bases mail rattachées, le trafic, les partenariats, etc. Mais on ne rachète pas la structure qui gère ce site internet en question. Par exemple, une société qui gère plusieurs sites internet peut décider à un moment donné de se séparer d'un actif digital de sa boîte et de ne pas vendre justement le fonds de commerce ou la société de manière complète. Et la majorité des side business que vous retrouverez à la vente sur Dotmarket seront donc des cessions d'actifs. J'en parlerai tout à l'heure dans la vidéo dédiée au financement des business digitaux. Mais quand on parle de side business également, puisque souvent quand même c'est un petit prix, sachez qu'il va vous falloir des fonds propres, éventuellement peut-être faire appel à du crédit vendeur, mais ce sera très difficile de faire appel à du crédit bancaire. Le deuxième type de business que vous allez très régulièrement voir sur Dotmarket, c'est des business qu'on qualifie d'idéaux pour la rénovante. La rénovante, pensez rénovation d'immobilier digital. Si certaines d'entre vous ont déjà investi dans l'immobilier, et même si vous ne l'avez pas fait, on est à peu près toutes et tous, je pense, familières avec l'idée de racheter un appartement ou une maison, la retaper, puis la mettre en location ou la revendre avec une plus-value, eh bien, on peut faire exactement la même chose avec un site internet. C'est ce qu'on appelle faire de la rénovante d'actifs ou de business digitaux. Le prix du site qui est racheté initialement peut être extrêmement variable parce qu'encore une fois, on peut faire de la rénovation de très petits actifs ou de très petits business digitaux ou le faire avec des entreprises de taille beaucoup plus grande. Sur Dotmarket, aujourd'hui, on observe plutôt de la rénovante de petits actifs digitaux. Là, on va avoir un temps de gestion qui est relativement variable. Pourquoi il est variable? Parce que ça va dépendre, comme dans une maison ou dans un appartement, de quelle dose de travaux, quelle envergure de travaux vous allez devoir mettre en place pour arriver à vos fins, c'est-à-dire obtenir un actif ou un business ou un site internet qui est prêt à régénérer des revenus ou qui est prêt à être revendu. En termes de financement, c'est pareil. En général, vous allez plutôt devoir faire appel à des fonds propres ou à du crédit vendeur. Enfin, le reprenariat. Le reprenariat, voyez ça comme l'entrepreneuriat par l'acquisition. C'est-à-dire que vous avez envie d'être entrepreneur, entrepreneuse, mais vous n'avez pas forcément envie de tout démarrer de zéro, ce qu'on peut comprendre totalement,
parce que c'est du risque, c'est du temps, c'est des enjeux financiers. Donc, le fait de reprendre une entreprise qui tourne déjà peut permettre de devenir entrepreneur ou entrepreneuse en faisant l'acquisition justement d'un business avec peut-être une équipe, peut-être pas, peut-être que vous allez être, ça va être vous allez vous racheter un travail, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous allez racheter une entreprise individuelle ou en tout cas une société qui n'est gérée que par une ou deux personnes et vous allez remplacer le fondateur ou la fondatrice de cette société et vous allez travailler au quotidien pour dégager les revenus qui sont générés par cette société. Ou vous pouvez partir sur du reprenariat de plus grande ampleur en rachetant une société qui aura des équipes qui vont pouvoir, agir au quotidien et mener les missions, liées au succès de cette boîte. Le reprenariat se fait assez rarement sur de la cession d'actifs, mais je l'ai quand même mis parce que sur les sites de contenu, ça peut exister, mais très majoritairement, la définition même du reprenariat, c'est de reprendre un fonds de commerce ou de reprendre une société pour pouvoir faire appel justement à du crédit bancaire et pour pouvoir bénéficier de l'intégralité des éléments liés à la structure qui est reprise. Chaque type de rachat nécessite des compétences assez particulières. Dans une prochaine vidéo, dans la suite de cette vidéo, on se penchera très précisément sur les compétences requises en fonction des types de business, c'est-à-dire, quelles compétences vous devez avoir absolument pour reprendre un site de contenu, un site e-commerce ou un SaaS. Mais là, je m'intéresse plutôt à concrètement, qu'est-ce que ça demande comme compétence d'avoir un side business, de vouloir faire de la rénovante ou de reprendre une entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fonction de votre temps disponible et des compétences que vous avez ou que vous souhaitez acquérir, ça doit aussi vous aider à vous guider dans une direction ou dans une autre. Quand on reprend un side business, donc pour générer un revenu complémentaire, on a un panel de compétences requises qui est extrêmement variable en fonction du type de business que vous reprenez. En général, quand on reprend un side business, on le reprend pour essayer de maintenir l'activité, pour pouvoir générer ce fameux revenu complémentaire. Donc, on va avoir besoin de compétences assez basiques et qui ont pour but de pouvoir conserver l'existant. Si vous voulez développer l'existant, il va falloir en acquérir d'autres, évidemment, des compétences, mais de base, vous allez surtout devoir apprendre le plus rapidement possible, mais ça peut être fait sur le tas, sur un side business, en tout cas dans certains types d'actifs. Vous allez devoir apprendre les compétences de base pour maintenir la performance. Sur de la rénovante, par contre, vous allez avoir besoin de compétences extrêmement ciblées. Je m'explique. Si vous rachetez un business digital qui, par exemple, est en train de dépérir d'un point de vue SEO, ou bien qui a une très mauvaise gestion logistique, ou qui a de très mauvais avis sur Google ou sur d'autres plateformes, une des compétences clés que vous allez absolument devoir avoir pour retaper ce site, c'est la compétence liée à la faiblesse de celui-ci. Encore une fois, je vais faire le comparatif avec l'immobilier. Si vous rachetez un appartement dans lequel il faut refaire toute la tuyauterie et que vous n'avez absolument pas la compétence tuyauterie, vous allez devoir faire appel à des professionnels sur ça. Tandis que si vous, c'est votre spécialité, vous allez pouvoir directement utiliser cette compétence particulière pour faire monter en valeur avec quelque chose que vous possédez déjà. J'espère que c'est assez précis. Le cas échéant, évidemment, vous pouvez nous contacter pour creuser le sujet et aujourd'hui, poser les questions dans le chat, dans le webinaire. Enfin, quand on reprend une entreprise, on est encore sur un cas assez particulier et là, les compétences dont vous allez avoir besoin vont être très variables selon deux choses, la taille de l'entreprise et l'équipe en place. Ça paraît logique, mais si vous reprenez une société dans laquelle il y a déjà une équipe qui fait tourner le business et que finalement vous rachetez juste votre rôle de fondateur ou fondatrice, vos compétences clés vont être en général majoritairement liées à de la gestion, du management, de l'optimisation de l'existant. Tandis que si vous rachetez une société dans laquelle le fondateur ou la fondatrice faisait tout le travail opérationnel, vous allez forcément devoir acquérir, vous devez nécessairement soit les avoir, soit les acquérir très rapidement, les compétences qui permettent à la société de tourner.
Aujourd'hui, dans l'audience qui constitue Dot Market, en tout cas de ces 3 derniers mois, puisqu'on est allé collecter la data des 3 derniers mois uniquement, la majorité des personnes inscrites sont en recherche d'un side business, donc d'un revenu complémentaire. On a une plus petite partie, et c'est logique puisque c'est une partie en général qui demande une compétence très ciblée, qui est là pour faire de la rénovante. Moi, c'est un sujet qui me passionne et s'il y a des personnes qui veulent en discuter, n'hésitez pas à me solliciter parce qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. On a évidemment une audience initiale qui est très portée sur le reprenariat et on a notre audience originelle, si je puis dire, qui est là pour faire de la fusion-acquisition, qui est un plus petit segment, mais qui s'intéresse à des dossiers beaucoup plus gros. Et aujourd'hui, puisque vous êtes un peu plus d'une centaine à participer au webinaire aujourd'hui, ça m'intéresse de savoir parmi vous, et Margot va lancer le sondage, concrètement, vous, quel est votre projet? Ça va nous permettre de faire une petite pause. Je vais pouvoir me chercher un verre d'eau et faire une mini pause. Et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir m'en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui sur Dot Market. Tout à fait. Donc, je démarre le sondage. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la réponse de votre choix. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Trop de surprise, à vrai dire. Effectivement, on a majoritairement 2 side business, ça paraît logique. Ah, pas mal, le reprenariat, rénovante, ok. Donc, on a quelques spécialistes a priori dans la salle. Ok, génial. Bon, ça évolue plus trop le sondage, donc a priori, là, on a quasiment tout le monde. Je laisse les dernières personnes répondre. On a les premières questions. Alors, je ne vais pas répondre maintenant à toutes les questions. Encore une fois, posez-les et on va les récupérer. Mais moi, je vais enchaîner sur la partie suivante. Ça va nous permettre d'avancer. Mais je vois par exemple la question Loïc. Évidemment, on en tient compte. Et si on ne peut pas apporter une réponse tout de suite, on le fera tout à l'heure. Et je pense qu'on va pouvoir mettre un terme au sondage et éventuellement publier le résultat. Allons-y. C'est parti. Voilà, les résultats sont publiés. Parfait. On va poursuivre. On va s'intéresser à un autre gros morceau qui est un sujet qui est systématiquement abordé dans les entretiens que je réalise quasi au quotidien avec des personnes qui s'inscrivent sur Dot Market, qui est la compréhension des différents types d'actifs digitaux et les modèles économiques qui sont rattachés à ces actifs digitaux. Les types d'actifs digitaux, c'est ce qu'on appelle, c'est le type finalement de site internet que vous allez potentiellement pouvoir reprendre. Alors, je dis site internet, mais on va le voir, il y a d'autres types d'actifs en l'occurrence, mais ceux que vous allez le plus retrouver sur Dot Market vont être des sites e-commerce. Et là-dedans, on a différents modes économiques ou logistiques. On verra un petit peu les différenciations avec le dropshipping, les marketplaces, etc. On a les sites de contenu, médias, blogs, pensez à tout ce qui repose sur du contenu majoritairement. On a les SaaS, évidemment, et on a les autres actifs que vous allez un petit peu moins voir sur Dot Market parce qu'il n'y en a pas beaucoup à vendre en France, mais qui vont être les newsletters, les podcasts, les applications Shopify, etc. L'enjeu du coup de cette partie-là, c'est vraiment de décortiquer tout ça et j'espère que ça vous apportera vraiment une compréhension beaucoup plus avancée sur la différenciation déjà entre les différents types d'actifs et qu'est-ce que ça implique, aussi bien en termes de compétences que de temps de gestion, que les modèles économiques rattachés à ça. Et pareil, en fonction des modèles économiques, qu'est-ce que ça implique pour vous potentiellement en termes de compréhension et en termes de travail au quotidien. Donc, on va commencer avec les sites e-commerce. Et dans site e-commerce, en fait, on va mettre tout ce qui est e-commerce, dropshipping, marketplace
et les business FBA, donc Fulfilled by Amazon. Je vous ai mis des captures d'écran de sites. Je pense que tout le monde est plutôt à l'aise avec la notion de site e-commerce, donc on ne va pas trop élaborer là-dessus. Mais globalement, quelles sont les différences entre un site e-commerce, un dropshipping, une marketplace et un Amazon FBA? Très majoritairement, ce sont des différences logistiques. C'est-à-dire que c'est l'organisation même du business qui va varier. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que c'est justement cette différence de logistique qui va impacter potentiellement déjà le temps de gestion qui va être nécessaire pour vous pour gérer le business et du coup, par conséquent, les compétences potentielles dont vous allez avoir besoin pour le gérer et en bout de course, le prix de revente de ce business, puisqu'on va voir qu'il y a des différences en fonction des modèles économiques et des types d'actifs sur le prix de vente final. Les deux que j'ai mis en vert, c'est ceux qu'on va retrouver le plus sur Dotmarket, mais je vous ai aussi mis du coup Marketplace et Amazon FBA. Donc Amazon FBA, très brièvement, c'est quand vous faites la vente de vos produits quasi exclusivement via le site Amazon. On peut le faire via d'autres marketplaces, mais globalement, vous envoyez vos produits et c'est la marketplace, Amazon ou autre, qui gère le stockage de vos produits et qui gère les envois. Donc, c'est un système de logistique qui est complètement décentralisé pour vous. Les marketplaces, donc pour celles et ceux qui sont moins familiers avec ce terme, ça revient à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs via le biais de votre site internet qui agit comme une marketplace. Amazon est une marketplace notamment, et vous prenez un pourcentage, je le simplifie, sur chaque vente qui est réalisée via votre marketplace. On a très peu de ce type de business aujourd'hui à vendre sur Dotmarket. Ça évoluera peut-être avec le temps, mais aujourd'hui, vous allez plutôt retrouver des sites e-commerce et des sites de dropshipping. Donc, quelle est la grande distinction entre les deux? En site e-commerce, vous allez gérer vos stocks. En site de dropshipping, vous n'allez pas avoir de stock à gérer. Ça, c'est la version la plus simpliste possible de la différenciation entre ces deux modes logistiques. En France, le dropshipping a très mauvaise presse. Pourquoi? La faute à toutes les formations que vous avez très probablement dû voir passer sur YouTube ou dans votre feed de réseaux sociaux qui mettent en avant le fait d'acheter des produits winners, c'est-à-dire des produits tendance qui cartonnent pendant une très courte période de temps, de les acheter très peu cher sur une plateforme comme Alibaba, de les revendre avec une marge grâce à de la publicité sur Facebook notamment ou sur Meta maintenant. Et souvent, on ne va pas vous parler de toutes les problématiques de logistique, de paiement des droits de douane, de paiement de la TVA, peut-être même de déclaration de vos revenus, de qualité du produit, etc. Donc, le dropshipping a mauvaise presse parce qu'on l'associe souvent à ces méthodologies-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dropshipping, c'est avant tout un mode logistique qui repose sur le fait de ne pas gérer vos stocks et de passer des commandes en flux tendu entre votre site internet et le site du fournisseur. Donc, si vous sourcez vos produits, c'est-à-dire que vous travaillez avec des fabricants, des fournisseurs qui vous envoient leurs produits en les fabriquant en France ou en Europe ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, mais en tout cas des produits de qualité, vous êtes sur un mode logistique qui peut être extrêmement intéressant, surtout si vous avez peu d'espace pour stocker les produits et un petit peu moins de temps pour gérer toute la partie logistique. Les avantages du dropshipping, du coup, c'est qu'évidemment, vous n'avez pas de stock à gérer et vous n'avez pas d'avance de trésorerie à faire. Puisque par rapport au e-commerce, vous avez absolument besoin d'avancer les fonds pour avoir les produits disponibles chez vous et pour les stocker. Les inconvénients de ça, évidemment, c'est que potentiellement, vous allez avoir des délais de livraison un petit peu plus longs. Vous pouvez très difficilement faire des économies d'échelle, sauf si vous négociez directement des partenariats et des prix d'achat. Et vous avez, surtout si vous travaillez avec des fournisseurs qui sont loin de chez vous, moins de regard, voire pas de regard sur la qualité des produits. Les solutions pour essayer de répondre à ces problématiques, ça va être de 1, je vous l'ai dit, sourcer vos produits en France ou en Europe. 2, avoir un agent de confiance ou travailler avec des partenaires de confiance qui vont vous permettre peut-être d'accéder aux produits, de soumettre des suggestions pour optimiser tout ça, la qualité, etc. En e-commerce, les gros avantages, évidemment, c'est que vous allez avoir
une maîtrise des délais de livraison, hors, euh, hors problématiques liées à la poste. Mais en tout cas, déjà, c'est vous qui envoyez les produits, donc vous savez quand vous les envoyez, à défaut de savoir quand est-ce qu'ils vont être reçus. Vous avez la possibilité de faire des économies d'échelle puisque vous maîtrisez le nombre de produits que vous écoulez et que vous allez pouvoir acheter. Mais les inconvénients, évidemment, c'est que ça va vous demander beaucoup plus de temps, ça va vous demander de l'espace pour stocker et vous allez avoir besoin de ce fonds de roulement pour acheter vos produits. Les solutions à terme, parce qu'il y a quand même toujours des solutions, ça peut être de sous-traiter tout cela à une plateforme de gestion, mais pour ça, il va falloir atteindre une taille critique minimale qui va vous permettre de pouvoir amortir le coût de la sous-traitance. En dropshipping et en e-commerce, les compétences requises clés vont être liées à la connaissance du CMS, donc du back-office, de l'outil qui est utilisé pour gérer le site Internet. Évidemment, vous allez devoir très rapidement pouvoir maîtriser ce CMS et vous aurez forcément besoin de bases à minima en SEO, donc en référencement organique, de bases en logistique. Il va quand même falloir gérer la partie fournisseur, la partie emballage, la partie envoi et de service client. Dans les deux cas, vous aurez des clients en bout de course qui peuvent exprimer du contentement ou du mécontentement et avec lesquels il va falloir communiquer. Pour développer un site e-commerce ou un site de dropshipping, là par contre, vous allez avoir besoin d'un tout un éventail de compétences qui peuvent être acquises au fil du temps ou qui peuvent être sous-traitées. On n'a jamais besoin de tout maîtriser sur un site Internet. D'ailleurs, vous feriez mieux de vous focaliser sur quelques compétences clés et ensuite, si le business prend, de travailler avec des personnes très spécialistes que d'essayer d'avoir toutes les compétences. On ne fait jamais tout parfaitement. Mais au début, ça vaut le coup à minima de maîtriser, de savoir en tout cas ce qu'on va pouvoir sous-traiter. Donc, pour développer un site Internet dans ces secteurs-là, vous allez avoir besoin de compétences telles que du SEO un petit peu plus avancé, évidemment, probablement de compétences techniques pour optimiser le site, probablement de pouvoir expérimenter du marketing d'influence, des réseaux sociaux, de la publicité, que ce soit sur Google Ads, Google Shopping, Meta ou d'autres réseaux d'affiliation. Pourquoi pas apprendre à vendre vos produits en B2B, en offline, via des partenariats, via des marketplaces. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Et d'ailleurs, même si à la base, moi, je suis éditeur de site dans l'univers de l'affiliation, donc j'ai une vraie spécialité sur l'affiliation et le SEO, j'ai tendance à penser aujourd'hui que dropshipping et e-commerce offrent plus de leviers de croissance que les simples sites du contenu sur lesquels, vous verrez, on ne maîtrise pas forcément le produit et tous les éléments liés à ça. Donc, c'est plus de travail, mais on a en général plus de canaux de développement sur ce type de business. Les sites de contenu, justement, on va en parler. Dans les sites de contenu, on a plein de diversité, en fait. Je vous ai mis là plusieurs captures d'écran. En haut à gauche, on a un site qui fait de la génération de leads, donc de contacts qualifiés. En bas à gauche, on a un site qui fait du comparatif de VPN. C'est un site qui s'est vendu 150 millions de dollars il y a 2 ans. J'en parle dans une newsletter ici ou là. Si vous tapez VPN Mentor, revente, vous verrez, il y a plein d'articles sur le sujet qui sont fascinants. Tout en haut à droite, on a un site de comparatif de Matelas. Et tout en bas à droite, on a un site de contenu, un blog qui donne des conseils sur comment faire pousser notamment ces tomates et qui vend de la formation. Et pourquoi je vous montre toute cette diversité? Parce qu'en fait, le site de contenu en lui-même, c'est assez simple. C'est un site sur lequel il y a des articles qui sont publiés avec en général un enjeu clé qui est de faire référencer ces articles sur Google, majoritairement, sur les moteurs de recherche de manière plus générale. Mais sur ce site de contenu, la question qui est souvent posée et qui est peut-être la vôtre, c'est comment est-ce qu'on génère des revenus? C'est là qu'on parle de modèle, de mode de monétisation, pardon. Il y a plein de modes de monétisation possibles. Je vous en ai mis quelques-uns. En vert, j'ai mis ceux que vous allez retrouver le plus souvent sur Dotmarket. En blanc, des business auxquels vous serez peut-être confronté dans vos futures recherches. On a l'affiliation, évidemment. Moi, je viens de ce secteur, par exemple. L'affiliation, c'est le fait de renvoyer des personnes qui visitent votre site vers un site tiers et d'être rémunéré en prenant un pourcentage sur l'argent qui va être dépensé sur le site tiers par vos visiteurs. Donc, le site tiers sait que c'est vous qui les renvoyez grâce à un système de suivi, de tracking,
et va pouvoir vous rétribuer pour chaque vente que vous avez générée. Comment on démarre en affiliation? Il y a plein de plateformes qui permettent en fait de trouver des annonceurs qui ont mis en place des programmes d'affiliation avec des modèles de rémunération assez divers et variés. Vous allez voir, il y en a qui vont vous payer à chaque fois que vous renvoyez une visite au clic, d'autres qui vont vous payer avec un montant fixe sur les ventes, d'autres avec un pourcentage sur les ventes, un pourcentage qui peut être récurrent potentiellement. Il y a plein de variations possibles là-dessus. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions là-dessus, c'est évidemment un sujet qui me passionne. Et sinon, faites vos recherches et on mettra à votre disposition aussi des ressources, notamment sur la partie blog de DotMarket. Le display. Alors là, on va plutôt s'intéresser à des sites qui vont avoir un volume de visites un peu plus gros nécessairement que l'affiliation, en général en tout cas. Et l'enjeu, ça va être de diffuser de la publicité. Alors, publicité, soit ce qu'on appelle en programmatique, en automatique, via des plateformes comme AdSense, Ezoic, Mediavine, ou de la publicité qui a été négociée directement avec des annonceurs. Donc, c'est-à-dire que vous allez travailler avec une société qui a envie de faire la publicité et de mettre en avant une bannière, par exemple, pour promouvoir ses produits, qui va la positionner sur votre site internet et qui va vous payer euh, en général soit un forfait, soit un prix en fonction du nombre de fois où elle aura pu être vue. L'autre modèle de monétisation qu'on verra très souvent sur DotMarket et que j'évoquais tout à l'heure avec le site sur le potager, c'est par exemple la vente de produits numériques. Alors, vente de produits digitaux, ça peut être des formations, des e-books, des documents audio, des documents Excel pour apprendre à faire des formules ou Airtable. Il y a vraiment toute une large gamme de produits numériques disponibles à la vente sur Internet aujourd'hui. Et donc, le principe d'un site Internet qui se monétise via ça, c'est que vous allez proposer justement ce produit numérique que vous allez créer en amont, ou si vous rachetez, le produit va déjà être créé, et vous allez avoir une maîtrise complète, et c'est ça qui est intéressant avec les produits numériques, sur la qualité du produit, le tunnel de vente, le prix de vente, etc., etc. La sponsorisation est un autre modèle économique que vous allez régulièrement voir sur DotMarket. Ça consiste à vendre des liens, donc à des sites tiers qui vont vous rémunérer en échange de la rédaction d'un article dans lequel vous allez mettre un lien qui va pointer vers le site internet du client. Je ne vais pas élaborer là-dessus. Il y a des contenus sur le blog DotMarket. N'hésitez pas à aller voir. Vous aurez toutes les informations sur ce modèle-là de monétisation. Et ensuite, on a plusieurs autres modèles de monétisation qu'on voit un petit peu moins. La vente de services, ça paraît tout simple, mais vous pouvez avoir un site de contenu sur lequel vous allez vendre vos propres services. Si vous êtes consultant ou consultante, par exemple, vous voyez très bien, j'imagine, de quoi je veux parler et comment vous, aujourd'hui, vous faites la promotion de votre activité. La vente l'utilisation de numéros surtaxés. Je ne vais pas élaborer tout ça, mais sachez que c'est un modèle économique qui est encore utilisé sur certains sites, ou la vente d'abonnements. Alors, sans basculer sur du SaaS, mais simplement, si vous consultez aujourd'hui, la grande majorité des médias proposent une partie gratuite, une partie payante. Donc, vous payez un abonnement pour accéder à certains contenus qui sont réservés aux abonnés payants. Les compétences requises sur un site de contenu vont être, pour les compétences basiques, évidemment, encore une fois, il va falloir maîtriser le CMS. Très souvent, ça va être WordPress, mais pas forcément. Il y a des alternatives. Vous aurez forcément besoin, évidemment, de base en référencement, puisque la majorité de ces sites-là reposent sur du référencement. Et vous aurez besoin de pouvoir savoir créer du contenu. C'est évident. Si votre site repose sur le contenu, comme son nom l'indique, ça veut dire que vous devez être capable de proposer, de rédiger des articles, d'optimiser des articles, de mettre à jour des articles. Donc, il faut un intérêt quand même pour la partie rédaction. Sinon, ça risque de pas beaucoup vous plaire. Et éventuellement, si c'est un site qui fait de l'infoproduit, vous aurez aussi besoin de bases à minima en collecte, en envoi d'email et en optimisation de tunnels de vente. Pour développer ça, je vous ai mis les compétences requises. Encore une fois, l'enjeu, ça va être, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans un business, il va falloir forcément avoir des compétences beaucoup plus poussées sur le sujet. Je vais parler très brièvement des SaaS. Je vous ai mis 2 exemples de SaaS. DotMarket aujourd'hui fonctionne plus ou moins comme un SaaS, c'est-à-dire que vous payez un abonnement pour accéder à une gamme de services, à des sites internet à vendre, à des webinaires, etc.
mais on en a mis un autre ici qui est un logiciel de facturation. Le principe, c'est d'accéder à un service qui a été tourné au format logiciel. Et en général, un SaaS est monétisé par l'achat de crédit, l'achat d'un abonnement mensuel ou annuel ou d'une facturation à l'usage. C'est-à-dire, plus vous utilisez l'outil, le logiciel, plus votre facture va augmenter. C'est le cas, par exemple, d'un outil comme Brevo, anciennement Sendinblue, où plus vous envoyez d'emails, plus votre facture va augmenter, en plus d'ailleurs de l'abonnement initial qui a été payé. Sur un SaaS, les compétences requises vont être évidemment un peu plus poussées, c'est-à-dire que vous aurez nécessairement besoin de compétences techniques minimales pour comprendre l'enjeu technique de ce SaaS. Comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un problème, etc. Donc, c'est souvent réservé à des personnes qui ont une affinité avec du développement, alors pas forcément un développement très poussé, parce qu'après, vous pouvez faire appel à des experts et des expertes, mais vous aurez besoin de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache sous le capot. Et évidemment, en parallèle, toujours les mêmes compétences de base. Quand on veut gérer un business digital, il faut comprendre comment les visites arrivent et donc comment à minima les maintenir avant de pouvoir les développer. Et on va conclure très brièvement avec les autres types d'actifs digitaux. Comme ça, j'espère que vous aurez vraiment un panorama complet du paysage de ce qu'on peut retrouver sur Internet. Et on a évoqué les newsletters. Je vous ai mis par exemple une newsletter avec laquelle on a eu le plaisir de collaborer il y a quelques mois, Snowball. Je vous ai mis un podcast, celui de Joe Rogan. Je vous ai mis une suite d'outils qui s'appelle White Bundle, qui est génial, notamment pour les éditeurs de sites sur Shopify. Tous ces modèles économiques, tous ces types d'actifs-là peuvent être monétisés via plein de modèles économiques. La newsletter, qui est celui que je connais le mieux pour en avoir une et pour avoir été le copropriétaire d'une plateforme dédiée à l'achat-vente de newsletters pendant un peu plus d'un an et demi, plateforme qu'on a revendue depuis à un acteur américain. Sur une newsletter, on peut faire un peu comme sur un site de contenu, on peut faire de l'abonnement, de la publicité, du sponsoring, de l'affiliation. Donc, il y a plein de modèles économiques. Et si vous avez envie de creuser tous ces sujets, encore une fois, n'hésitez pas, il y a plein de ressources sur le blog et plein de ressources disponibles sur Internet. Encore une fois, pour avoir l'occasion de faire une toute petite pause dans cette présentation, je vous propose de faire un petit sondage que Margot va vous lancer pour en savoir concrètement, maintenant que vous avez tout ça, Et bien, c'est parti, ce qui vous intéresserait le plus. je démarre tout de suite le sondage. Et alors, il n'y a qu'un seul choix possible. Vraiment pour délimiter les choses et pour être sûr de ce qui vous vient le premier à l'esprit. Alors, pour l'instant, on a une majorité. Ah, c'est serré, hein. C'est serré entre les sites de contenu et les sites e-commerce. On a quand même quelques fans de SaaS. Vous l'aurez. Intéressant. Et quelques personnes qui ne savent pas. Du coup, ça m'intéresse, les personnes qui ne savent pas, vous n'êtes pas beaucoup, mais je comprends que même après avoir toutes ces infos, il y ait peut-être des choses qui ne soient pas forcément hyper claires. Ça m'intéresse que vous me disiez en question-réponse, en commentaire, qu'est-ce qui aujourd'hui, peut-être qu'est-ce qui n'est pas clair ou qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait douter sur la typologie entre un type d'actif ou un autre, par curiosité. Et je pense qu'on peut terminer le sondage et publier les résultats, étant donné qu'on a eu quasiment 90% de participants. Parfait. 84. Donc, je On va publie. collecter les réponses du coup par curiosité. Tout à fait. En tout cas, c'est les sites de e-commerce qui arrivent en tête. Talonnés de. Non, c'est à égalité, non, mais de e-commerce et sites de contenu. On a exactement le même nombre de votes. Hop. Voilà. Eh ben, merci d'avoir participé au vote. Ça nous permet de savoir un petit peu mieux qui vous êtes. Effectivement. Et il y a un bon commentaire de la part de Jean-Baptiste. Pour moi, c'est surtout de trouver un sujet intéressant plutôt que le type de business. Ça tombe bien, on va en parler. Alors, je ne sais pas si on en parle tout de suite. On va voir. Mais en tout cas, ça va être un des prochains sujets. On reprend? Allez, c'est parti. On va parler pour cette troisième partie de rendement et de valorisation.
je sais que c'est un sujet qui est toujours assez, mystérieux. C'est concrètement, là, on a vu comment un site peut générer de l'argent. Maintenant, générer de l'argent, c'est bien, générer du revenu. Nous, ce qui nous intéresse pour valoriser un site internet, savoir combien il peut potentiellement se revendre, c'est de savoir quel est le profit généré. Donc le profit, c'est quoi? C'est la différence entre les revenus qui sont générés par un site internet et les dépenses requises pour faire tourner ce site internet. Donc j'ai divisé cette partie-là en type d'actifs, puisque chaque type d'actif a évidemment potentiellement des dépenses assez spécifiques. Et je vous propose de commencer évidemment avec les sites de contenu et les sites e-commerce pour essayer de comprendre comment est-ce que quand vous analysez un site internet, vous pouvez arriver à déterminer, OK, concrètement, ce site-là, combien est-ce qu'il génère de profit chaque mois hors taxe et avant impôt. Je le précise parce que tous les chiffres qui sont communiqués sur un Market le sont en hors taxe et ensuite avec ou sans TVA en fonction de savoir si la société qui vend est assujettie à la TVA et toujours avant impôt puisque l'enjeu c'est de connaître la rentabilité du site au moment où il tourne. Donc sur les sites de contenu, revenus moins dépenses. Les revenus, on a vu ensemble les modes de monétisation, donc qu'est-ce qui potentiellement pouvait générer des revenus. Quelles sont les dépenses classiques sur un site de revenus? Toujours, vous aurez de l'hébergement, du nom de domaine et très régulièrement des extensions. Les plugins, notamment sur WordPress, vous pouvez avoir des plugins. Alors, ça peut être des extensions qui vont vous permettre de sécuriser le site, de le rendre plus rapide, d'intégrer des tableaux comparatifs. Il y a plein de solutions de plugins payants et on va du coup devoir les déduire puisque cette extension est nécessaire pour faire tourner le site. Donc, c'est une dépense nécessaire et qu'on doit déduire. Et on va avoir ensuite des dépenses classiques type le contenu et l'achat de liens. On est sur du contenu, donc forcément, il y a des dépenses en termes de création. Alors peut-être que c'est la personne qui vend, qui crée son contenu, mais on peut essayer de recalculer combien ça coûterait si vous deviez le faire sous-traiter. Et l'achat de liens, donc l'optimisation de votre référencement par le fait d'acheter des liens qui vont aider votre site à gagner en autorité, qui peuvent être des dépenses utilisées pour booster votre site Internet. Ça, achat de liens et de contenu, sans rentrer dans des détails trop techniques, mais on peut potentiellement le retraiter ou le pondérer, étant donné que ce sont, nous, ce qu'on appelle des investissements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous achetez un contenu, il va être publié sur le site et ce contenu va durer dans le temps. Donc, vous allez le payer une fois et en bénéficier pendant longtemps. C'est évidemment moins vrai sur les sites d'actualité où un article a une durée de vie de 24-48 heures, mais en tout cas sur des sites de contenu qu'on verra un petit peu plus sur Market, avec du comparatif par exemple. Un comparatif, même s'il va devoir être mis à jour dans le temps, la dépense initiale peut être pondérée ou retraitée. Sur les sites e-commerce, les dépenses qu'on va rajouter à tout ça, vous vous en doutez, c'est toutes les dépenses liées à cet actif très précis. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un site de contenu et un e-commerce? Vous me direz, au premier abord, on a peut-être de la publicité pour générer des visites. On a peut-être des frais de stockage, très souvent d'ailleurs, sauf en dropshipping. On a des frais d'envoi, on a des frais bancaires, on a des frais de service après-vente, on a des frais de retour produit et on a évidemment les frais d'achat de ces fameux produits. Donc, la différence entre les deux, vous voyez, c'est que dans un cas, il va y avoir des dépenses qui sont finalement assez techniques et c'est pour ça qu'on va avoir très souvent sur les sites de contenu, j'en parlerai tout à l'heure, c'est un petit spoiler, mais un rendement qui est une marge opérationnelle qui est beaucoup plus grande, tandis que sur les sites e-commerce et dropshipping, on va avoir une marge qui est nécessairement plus petite puisque vous avez beaucoup de dépenses pour générer ensuite les revenus qui sont déclarés. Ici aussi, potentiellement, on peut retraiter ou pondérer tout ce qui est dépenses one shot, c'est-à-dire dépenses que vous allez faire une fois pour optimiser le site, que ce soit de l'achat de liens, de la création de contenu, retoucher toutes vos fiches produits. Vous n'allez pas le faire tous les ans. Donc, on peut potentiellement le pondérer, une refonte graphique, les optimisations techniques pour que votre site soit plus rapide, etc., etc. Sur un SaaS, ça va être un petit peu la même chose. Mais au lieu de parler de revenus, on va parler en général de revenus récurrents mensuels, MRR, ou revenus récurrents annuels.
Et là, les dépenses qu'on va avoir, ça peut être l'hébergement, le nom de domaine classique, mais aussi la maintenance technique. On le rappelle, vous êtes sur un produit technique, un logiciel, le SAV, si on sous-traite cette partie-là, la publicité, si on génère des visites et des ventes via la publicité. Côté société, la très grosse différence, c'est que là, on a parlé des actifs et vous avez compris, quand vous rachetez un actif, ça veut dire que vous rachetez que le site internet, vous ne rachetez pas la structure qui va avec. Quand on rachète une société, évidemment, potentiellement, vous avez plein de dépenses qui sont liées à l'opération de la société, qui vont être détaillées dans le bilan comptable et qui vont faire que votre excédent brut d'exploitation, votre résultat net en bas de ce bilan comptable va, lui, avoir été déduit de charges complémentaires telles que les salaires des employés que vous avez, les locaux, les emprunts potentiels qu'il y a eu, plein d'autres dépenses qui peuvent être sujettes en fait à juste la nature même du business. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois ici parce que l'enjeu, ce n'est pas de surcompliquer l'analyse et la compréhension de la valorisation d'un business, mais gardez bien en tête que quand on rachète un actif, on étudie les dépenses liées au site internet. Quand on rachète une société, on est obligé de prendre en compte les dépenses liées à la structure complète qui peuvent être potentiellement après éventuellement retraitées aussi. Mais ça, on en parlerait dans une vidéo dédiée. Si on parle valorisation, maintenant qu'on a compris comment on calculait ce fameux profit, ça doit vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on calcule le prix de vente d'un business digital. Chaque type de site a un mode de valorisation très spécifique. Sur les sites de contenu, par exemple, et c'est des statistiques qu'on publie assez régulièrement sur DotMarket, et même sur le blog, vous trouverez des contenus là-dessus où on explique assez régulièrement aujourd'hui, cette année, le multiple moyen, etc. L'année prochaine, on pense qu'il va partir là. L'année d'après, il était là. Tout ça, on l'observe au fil des transactions. Et aujourd'hui, ce qu'on observe sur le marché français, encore une fois, c'est que le prix de vente moyen d'un site de contenu se calcule de la façon suivante. Vous prenez le profit net, mensuel, moyen, qu'on a pu voir comment calculer juste avant, et vous lui appliquez un multiplicateur. Ce multiplicateur, c'est en nombre de mois. Donc, vous prenez par exemple un site qui génère 1 000 € de profit mensuel. Ce site de contenu va valoir en moyenne, en ce moment, entre 24 000 et 36 000 €. Maintenant, souvent, la question qui se pose après ça, c'est de comprendre déjà pourquoi 24 000 minimum. Ça, c'est une règle de marché. C'est comme l'Argus ou le prix du mètre carré en immobilier. Il y a des sortes de règles de marché. On observe un petit peu ce qui se fait et on sait que grosso modo, le prix minimal pour avoir un site internet se situe là. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas avoir en dessous. Si vous trouvez un site hors marché, que vous négociez très bien, vous pouvez avoir en dessous. Mon but, c'est de vous dire un petit peu qu'est-ce qui se fait de manière médiane ou moyenne. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Et qu'est-ce qui va faire que vous allez passer de 24 à potentiellement 36 ou peut-être 40 ou peut-être 50? Ça va être toute une large diversité, une large variété de critères tels que la taille du site. Plus le site est gros, plus il va valoir cher. Ça paraît logique. La thématique, il y a des thématiques qui valent plus cher aujourd'hui. La finance vaut plus cher que l'astrologie, par exemple. La tendance, un site qui est en forte hausse va logiquement valoir plus cher qu'un site qui est en baisse. Le pourcentage de référencement organique, la diversité des sources de trafic, plus votre site repose sur des sources de trafic diversifiées, plus il est solide en apparence, donc ça se valorise. La diversification des modes de monétisation, l'ancienneté. Un site qui a 25 ans d'ancienneté aujourd'hui avec un super profil de lien va de base coûter plus cher qu'un site qui a 3 ans d'ancienneté. Et quand vous mettez tous ces critères les uns après les autres, vous obtenez du coup des variations de prix qui vont faire qu'un site peut valoir entre 24 et 36 000 en générant 1 000 € à peu près. En e-commerce, vous allez avoir des multiples qui sont beaucoup plus bas. Je ne vais pas revenir sur comment ça a été calculé, on l'a vu tout à l'heure, mais la bonne question ici à se poser, et que souvent d'ailleurs vous me posez quand on est amené à communiquer, c'est pourquoi est-ce qu'un site e-commerce de base vaut moins cher qu'un site de contenu? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est une loi de l'offre et la demande.
vous êtes beaucoup plus nombreux à demander des sites de contenu que des sites e-commerce. Donc, évidemment, ça crée, parce qu'il y a plus de demandes, une augmentation des prix assez économiquement facile à comprendre. La deuxième chose, c'est que pour le même profit dégagé, 1 000 €, pour que ce soit facile à calculer, vous allez avoir beaucoup plus de travail en général sur un site e-commerce que sur un site de contenu. Et la marge qui est dégagée est évidemment non plus pas la même, parce que pour générer 1 000 € de profit sur un site de contenu, c'est peut-être 1 200 € de chiffre d'affaires avec très peu de charges, alors que sur un site e-commerce, peut-être que pour générer 1 000 € de profit, il va falloir générer 2 000, 3 000 € de chiffre d'affaires. Donc tout ça, ça va faire baisser le prix du site internet et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les sites e-commerce à profit égal se vendent moins cher parce qu'ils demandent plus de travail et que la marge nette qui est dégagée est moins intéressante. Petite précision, quand on calcule le prix de vente d'un site e-commerce qui est racheté au format actif, pensez-y, vous aurez forcément ensuite à rajouter le prix du stock restant et potentiellement des conditionnements qui sont vendus avec. Tandis que quand vous rachetez une société, voilà, je change de slide pour calculer ça, vous allez avoir un multiple de la rentabilité de la société et ça inclut la totalité, donc le coût d'achat des stocks, et tous ces éléments-là ont déjà été pris en compte dans la valorisation. Encore une fois, j'essaye de ne pas le faire trop compliqué, mais quand on valorise un actif, on a une méthodologie de valorisation. Quand on valorise une société, on est obligé de prendre en compte évidemment les spécificités liées à une société. Et je vais terminer très rapidement sur la valorisation des SaaS, qui, eux, varient entre 24 mois de profit ou de MRR et 40 mois de MRR. En ce moment, les SaaS sont un peu plus valorisés que les sites de contenu et les sites e-commerce. Encore une fois, il y a un effet tendance. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur un site de contenu et un site e-commerce, on n'a pas forcément cette notion de récurrence qu'on peut voir sur un SaaS où, à partir du moment où vous êtes abonné, potentiellement, vous pouvez être abonné pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc, on peut faire une projection en termes de revenus qui vont continuer à tomber avec la durée de vie du client qui est calculée et donc des projections financières là-dessus. Donc ça, encore une fois, c'est pris en compte dans la valorisation et ça explique pourquoi un SaaS se valorise de manière générale mieux qu'un actif type site internet ou qu'un actif type site e-commerce. Si vous avez besoin de ressources complémentaires sur ces sujets, allez voir le blog. Encore une fois, je vous mets l'URL ici. On va publier en tout cas de manière de plus en plus régulière et on publie déjà de manière assez régulière, on va dire, des contenus là-dessus, mais il va y en avoir de plus en plus pour vous donner plein d'informations sur, vous voyez, là, il y a des exemples d'articles. Comment on valorise un site qui ne fait pas de revenus? Je ne me suis pas penché là-dessus, mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Quels sont les critères justement qu'on va prendre en compte? S'il n'y a pas de profit et pas de revenus sur un site, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre pour déterminer la valeur de ce site? Ou d'autres questions telles qu'un site saisonnier. Est-ce que ça se valorise pareil, un site saisonnier ou pas? Et enfin, si vous avez vous-même un site internet, vous pouvez aller sur notre outil d'estimation, dotmarket.eu/estimation, pour faire calculer par notre outil qui a été pensé pour ça. Ça fait 4 ans qu'il est utilisé. Je pense qu'on a dépassé les 12 000 estimations. On en fait entre 3 et 4 000 par an. Donc, il a été bien échaudé, bien entraîné par toute la data avant. Donc, vous pouvez y aller. Ça va vous donner des fourchettes de prix assez strictes, assez précises pour savoir combien un site internet à vous, par exemple, peut valoir. Petite pause et ensuite, on va enchaîner. Je vois qu'il y a plein de questions qui sont posées. Margot, quelles sont les grosses questions qui viennent là, en ce moment? Est-ce que tu as envie de répondre à la dernière question? Il y a une question que je trouve intéressante et tu me diras si je me suis trompée dans ma réponse, mais on a Taro qui nous demande si on peut expliquer en détail ce que signifie la catégorie Pépite Market qui est disponible sur notre site et quels sont les critères spécifiques qu'un site doit remplir pour être classé dans cette catégorie et comment ces sites se distinguent-ils des autres listés sur votre plateforme? Ok, génial. Je réponds à cette question et après j'enchaîne avec le reste parce que je vois l'heure qui défile. Mais comment on définit une pépite? Pour nous, une pépite, c'est un site qui a des petites caractéristiques qu'on ne voit pas forcément ailleurs ou qu'on ne voit pas forcément sur tous les sites
qui sont publiés sur notre market. Alors, ça peut être par exemple l'ancienneté. On voit des fois des sites qui ont 20 ans d'ancienneté. C'est pépite. C'est tellement rare un site aujourd'hui qui a 20 ans d'ancienneté que voilà, ça peut être un site qui a énormément de trafic et qui est très mal monétisé. Et quand on est tombé dessus, on s'est dit, waouh, tout ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est génial. Bah, ça peut être une pépite, ça peut être une marque qu'on adore. Voilà, des fois, il y a un petit critère un peu personnel. On adore la marque, on connaît le projet depuis longtemps. Ah, donc, il y a plein de petits critères. Ce serait difficile de tous vous les donner, mais concrètement, ça veut dire que ce site-là, il a un petit truc. On enchaîne? Allez, comment choisir le bon site? Maintenant que vous avez vu comment on déjà les sites, les types d'actifs, donc vous avez pu réfléchir un petit peu à votre projet. Vous voulez du side business, vous voulez de la rénovante, vous voulez du reprenariat. Vous avez réfléchi au modèle économique et au type d'actifs, e-commerce, affiliation, les compétences liées, etc. On arrive à la partie où on peut se poser la question, bah, concrètement, c'est quoi le bon site pour moi? Et quand on me pose cette question, j'invite toujours, et là je vais vous inviter à le faire en direct, c'est de travailler 3 aspects. Un, l'aspect financier, basique. 2, l'aspect critères techniques, stratégiques. Ça, c'est peut-être le plus difficile quand on démarre, mais je vais vous donner des exemples de questions à vous poser pour pouvoir vous aider à filtrer. Et 3, et ça va répondre à une des questions qui était posée tout à l'heure, l'intérêt de prendre en compte vos compétences, vos intérêts, vos centres d'intérêt et votre temps disponible. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait rédiger sa thèse d'investissement. Une thèse d'investissement, c'est le fait de prendre le temps de mettre sur papier des réponses à des critères très spécifiques qui doivent vous aider, comme le ferait un fonds d'investissement. Souvent, on associe thèse d'investissement à fonds d'investissement. Ah, ils ont des critères hyper spécifiques, il faut que ce soit tel marché, tel géo, telle croissance, tel chiffre d'affaires, telle rentabilité, telle équipe de dirigeants, etc. etc. En fait, vous allez faire la même chose, mais à l'échelle d'un site Internet. Et vous allez vous poser des questions sur 3 univers clés. Un, la finance. Je ne vais pas reprendre toutes les questions parce qu'elles sont sous vos yeux et ce serait redondant de les relire, mais vous allez vous poser des questions sur les états financiers de l'actif que vous analysez. Vous devez savoir combien vous voulez générer finalement par mois. Si vous voulez un site internet pour un side business et votre revenu complémentaire, vous voulez faire 500 euros, ben pour avoir un site qui génère 500 euros, il faut avoir un budget qui est cohérent avec les valorisations qu'on a vues juste avant liées à ça. Ensuite, il faut savoir si vous voulez acheter un type d'actif spécifique, comment vous allez le financer, etc. Donc, c'est toutes les questions que vous devez vous poser en amont pour savoir concrètement qu'est-ce que vous recherchez comme spécificité financière sur les sites qui vont vous intéresser. Deuxième élément clé à noter sur votre thèse d'investissement, ce sont des critères techniques et des critères stratégiques. Par exemple, si vous maîtrisez WordPress mais que vous ne maîtrisez pas du tout Shopify, a priori, privilégiez des sites qui sont sur WordPress. Ça paraît tout bête, tout basique, mais c'est évidemment important. Quelle tendance vous souhaitez voir sur ce site? Peut-être que vous ne voulez absolument pas un site qui a une tendance à la baisse. Si vous voulez faire de la rénovante, oui, mais si vous voulez un side business qui vous demande le moins de temps possible, autant partir sur un actif qui est stable ou en hausse. Les modèles économiques, on les a vus avant, donc j'espère que ça vous apporte de la compréhension sur les compétences requises à chacun et le temps de gestion nécessaire pour chacun, et les sources de trafic, parce que, encore une fois, ça doit vous aider à vous dire, bah, moi, si aujourd'hui je maîtrise le SEO, je ne vais pas acheter un site qui tourne avec de la publicité. Parce que de base, ça va me demander des compétences que je n'ai pas forcément aujourd'hui. Et donc, par conséquent, je veux quelque chose qui tourne avec quelque chose que je comprends. Et justement, pour les compétences, bah là, ça vaut le coup de vous poser en question subsidiaire aussi. Quelles sont les thématiques qui vous intéressent? Est-ce que vous visez le marché français ou international? Est-ce que vous visez par exemple, le marché c'est les animaux qui vous intéressent, c'est la finance, c'est l'immobilier, c'est la santé, etc. Donc, posez-vous la question. Les compétences, on a vu toutes les compétences qui étaient nécessaires pour gérer un business et on a vu toutes les compétences qui étaient nécessaires pour développer un business. Posez-vous la question, lesquelles vous avez envie d'acquérir? Quel est votre temps disponible? Si vous avez moins de 5 heures par semaine et que vous démarrez,
Peut-être que le choix d'un e-commerce où vous devez gérer les stocks, les envois, le service après-vente n'est pas un bon choix. À ce moment-là, peut-être qu'il faut absolument soit partir vers du dropshipping si c'est ce type de site qui vous intéresse, soit partir vers un site de contenu qui va vous demander moins de temps de gestion. Et combien de temps vous voulez garder l'actif aussi, c'est un bon point à avoir dans votre thèse d'investissement, notamment si vous faites de la rénovante. Pensez toujours à avoir un délai de sortie. C'est un peu comme les cryptos, comme la bourse. Il faut savoir un petit peu quand est-ce qu'on pense pouvoir sortir et essayer de respecter ces délais parce que souvent, c'est le délai justement qu'on se donne qui fait aussi la réussite du projet. Encore une fois, si vous voulez des ressources complémentaires, je vais vous le dire à chaque fois, mais c'est vraiment important parce qu'on fait beaucoup de travail pour créer ce contenu, donc autant que ça vous serve, vous pouvez aller consulter le blog. Il y a de plus en plus d'articles qui parlent justement des bonnes questions à vous poser pour choisir les bons business digitaux. Je vais enchaîner parce que cette partie, elle est assez courte. C'est la partie formation. J'ai pas voulu rentrer trop dans le détail parce que c'est un vaste sujet et malgré qu'on me pose très régulièrement la question, aujourd'hui, il y a énormément de ressources gratuites. Aujourd'hui, il y a toujours la possibilité de vous former avec les personnes qui vendent leur business. J'y reviendrai tout à l'heure sur la partie accompagnement et sécurisation. Aujourd'hui, il y a aussi des formations qui existent. Elles ne sont pas toutes bonnes. Faites attention, faites le tri. Mais il y en a en tout cas qui vont vous permettre d'avoir des excellentes bases. Donc, je me suis permis de vous en noter quelques-unes. Je n'ai noté que des formations dans lesquelles soit moi, soit mon équipe, soit des amis proches à moi ont été. Que des formations sur lesquelles j'ai pu obtenir, même si je ne les ai pas suivies moi-même, un retour positif qui m'a confirmé que, OK, c'était une ressource qui était bonne, à minima, pour vous lancer. Ce n'est pas des formations forcément qui vont être hyper avancées, qui vont vous permettre de passer de 0 à 1 million d'euros par an. De toute façon, on n'est pas là pour vous faire cette promesse, vous l'aurez compris, j'espère. Mais en tout cas, c'est des formations qui sont très bonnes pour apprendre les bases, que ce soit en site de niche, en rédaction, et les meilleures formations sont en anglais. Désolé pour mes camarades français et collègues français de la formation, mais les meilleures formations sont en anglais, c'est une réalité. Donc, je vous ai mis des formations en anglais. Si vous parlez anglais, allez y jeter un œil. Ça, c'est sur la partie affiliation contenu. Et je vous ai mis quelques formations e-commerce. Celles-ci, par contre, moi-même, je ne les ai pas suivies, puisque vous avez compris que je ne faisais pas de e-commerce, mais uniquement de l'affiliation. Donc, ce sont des recommandations ou des personnes avec lesquelles on a été amené à travailler ou des clients à nous ont été amenés à travailler. Il y a beaucoup de contenu sur YouTube, pas forcément les vidéos qui commencent par devenir riche sans rien faire. Celles-ci, éliminez-les. Allez plutôt chercher les vidéos avec peut-être un peu moins de vues, mais qui vont aborder des thématiques très précises. Et il y a deux communautés dont on a beaucoup entendu de bien ces dernières années et où j'ai pu avoir l'occasion moi-même de fréquenter les fondateurs, donc la communauté d'Enzo et la communauté d'Abdel, où on n'est pas sur de la formation, juste vous regardez des vidéos, mais il y a vraiment cette notion d'accompagnement. Je ne l'ai pas expérimenté, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je peux vous amener à creuser, à vous renseigner. Enfin, alors ça, c'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus, mais pour celles et ceux qui sont inscrits sur Dotmarket, qui ont un abonnement, vous pouvez débloquer dans les offres partenaires. Donc, c'est en haut de votre ordinateur, dans la partie ressources, on a plein d'outils et on a notamment des accords avec des formateurs et des formatrices. Souvent, en plus, il y a un code promo qu'on a négocié au nom de Dotmarket et dont vous pouvez bénéficier. Pas toujours, parce qu'on n'est pas forcément là juste pour faire baisser les prix de nos partenaires. Mais quand on arrive à le faire, on est ravi de vous le proposer. Donc, vous pouvez retrouver là-bas quelques formations. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va travailler pour en rajouter au fur et à mesure. Est-ce qu'on a des questions? Une question peut-être, Margot, qu'on peut prendre pour faire une mini pause avant d'enchaîner sur la suite, sachant que ce qui nous reste là, on va parler audit, on va parler sécurisation et on va parler financement. Donc, en fonction de où vous en êtes en termes de compréhension, sachez que la suite, c'est ça. Donc, le replay sera encore une fois disponible et envoyé par email, parce que là, il nous reste un quart d'heure. Je pense qu'on va être tout pile au niveau timing, mais on n'aura pas forcément beaucoup de temps pour les questions.
Donc, n'hésitez pas à nous lister là toutes les questions et on va y répondre à une avant d'enchaîner. Tout à fait. Il y en a une que je trouve intéressante, une question de Bilal qui dit: en rachetant un site qui tourne déjà, j'ai toujours cette crainte de me dire que le trafic peut baisser à tout moment car les gens ne voudront plus acheter, même avec un bon travail en référencement. Alors, c'est pas une question, c'est plus une interrogation autour du fait de racheter un site. Bah, je pense que ça introduit très bien finalement la prochaine partie puisque Bilal, on va parler justement des analyses et ensuite de comment sécuriser. Donc en fait, je vous propose d'enchaîner avec ça et de voir justement quelles sont les considérations qu'on peut avoir parce que c'est vrai, c'est un risque. D'ailleurs, on aurait dû commencer le webinaire avec ça. Petit disclaimer, racheter un site internet, c'est forcément prendre un risque, il n'y a rien qui est garanti, etc., etc. Et évidemment, même si le métier de Dot Market, c'est de mettre à disposition des ressources, de faire du filtrage, de proposer des sites qui sont passés par notre analyse, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque que ce soit technique, se faire hacker le site, que Google change son algo, que vous fassiez des bêtises sur votre site. Ça arrive aussi, on l'a tous fait, pas de jugement là-dessus. Voilà, il y a forcément toujours des risques et il faut en avoir aussi, évidemment. Il faut en tenir compte quand on se lance et qu'on rachète un site internet. Mais on va voir qu'il y a quand même des éléments qu'on peut utiliser pour sécuriser son achat. On va donc parler dans cette section de la partie analyse. Et pour démarrer et poser les bases, ce qui m'intéresse, c'est déjà de vous présenter quelle est la grosse différence entre une analyse qu'on va faire sur un site internet, une société digitale, et l'analyse qu'on va faire sur un business traditionnel. On va parler performance financière, on va parler business marché, on va parler performance digitale, mais tout ça, en fait, la grosse différence avec un business traditionnel, c'est que dans un business traditionnel physique, l'enjeu, c'est, comme je vous l'ai mis là, de réussir à démontrer la cohérence entre le BE dégagé, donc l'excédent brut d'exploitation, la marge, le résultat dégagé, et l'emplacement de la boutique, l'équipe qui est en place, le marché. Donc, c'est essayer de comprendre, est-ce que la boulangerie qui a déclaré générer 10 000 € de profit par mois, c'est cohérent par rapport aux boulangeries du coin, par rapport à la bande passante, les gens qui se promènent par ici, le prix du loyer, etc., etc. Sur un business digital, l'enjeu, c'est de réussir à démontrer la cohérence entre les performances financières et la performance digitale. Je m'explique. Si vous vous intéressez à un actif digital qui déclare gagner 10 000 € par mois de profit, mais que ces 10 000 € par mois de profit sont générés avec un produit sourcé en Chine qui tient sur du trafic généré par des publicités Facebook et des produits de mauvaise qualité, est-ce que vous pensez que vous avez un business pérenne? La réponse est évidemment non. Personne, normalement, ne doit répondre oui à cette question. Et donc, l'enjeu, c'est de déterminer, OK, très bien, au premier abord, ce business digital, il a l'air d'avoir une bonne santé financière. Mais si on se penche sur la réalité de la santé digitale, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de pérenne, il n'y a pas grand-chose de stable, il n'y a pas grand-chose de solide. Et c'est ça l'enjeu d'une analyse, c'est de déterminer la solidité qui va vous permettre de vous projeter en termes de réussite financière sur le long terme. Qu'est-ce qu'on va analyser dans un business digital? On va analyser la performance SEO, SIA, donc organique, publicité. On va analyser la partie technique, on va analyser la partie juridique, on va analyser la partie financière. On fera un webinaire 100% dédié à ça d'ici quelques semaines. Mais en attendant, pour les personnes qui sont inscrites à Dot Market, vous avez une ressource que je vous invite évidemment à utiliser parce qu'elle est hyper complète et on la met à jour régulièrement avec du contenu, avec des nouvelles vérifications, avec des partenariats de personnes qui viennent nous apporter encore des infos, avec des réponses à des questions qu'on reçoit régulièrement. C'est ce qu'on appelle notre guide d'analyse. Encore une fois, dans le menu tout en haut, vous avez vos ressources guide d'analyse et vous allez voir qu'il y a un gigantesque guide qui est divisé entre vérification web, vérification spécifique au site de contenu, vérification spécifique au site e-commerce, vérification financière et les vérifications complémentaires. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Et pour chacun de ces modules, vous avez, comme vous pouvez le voir ici, toute une liste d'éléments
qui ensuite peuvent être déroulés pour avoir toutes nos explications et les outils et les illustrations. Et bientôt, il y aura des vidéos dans les mois qui viennent pour aller encore plus loin, pour apprendre à faire ce travail d'analyse qu'on fait pour nos clients, pour les plus gros clients, et qu'ici, on vous apprend à faire. Donc, quand vous cliquez par exemple sur le chiffre d'affaires, vous avez tous les éléments qu'on vous pousse à analyser avec les outils de mesure que vous pouvez utiliser. Sur la partie site de contenu, on a décortiqué ça pour vous montrer quelles sont les vérifications spécifiques à faire sur un site en affiliation, un site en vente de liens, un site avec des produits infonumériques, etc., etc. En e-commerce, on a fait pareil. À chaque fois, on vous montre précisément comment aller analyser et pourquoi c'est important de l'analyser. On a également des parties sur les vérifications financières et on a des parties sur la vérification complémentaire. Donc, toutes les questions que vous devez en fait penser à poser au vendeur ou à la vendeuse. Donc là, on reparle des clauses à mettre dans le contrat, des compétences nécessaires, du temps de gestion, etc., etc. Dans les semaines qui viennent, on va rajouter là-dedans un guide vérification juridique qui va être créé avec un partenaire juridique qui va nous accompagner justement pour vous donner tous les points de vérification nécessaires sur les parties contrat fournisseur, sur les parties RGPD, sur les parties mentions légales, etc. Et au fil du temps, on continuera d'enrichir ce guide à chaque fois qu'on a une ressource pertinente à vous proposer. Des ressources, justement, il y en a évidemment sur le blog, donc profitez-en. Elles sont gratuites, celles-ci, et elles doivent vous aider à monter en compétences et vous poser en fait un petit peu toutes les bonnes questions nécessaires pour sécuriser la reprise via la partie analyse. Et justement, on va quasiment conclure avec la notion de sécurisation d'un rachat de business digital et on va aborder 4 points. On aurait pu mettre 5 parce que j'aurais dû vous rappeler que le premier élément de sécurisation d'un rachat de business, c'est la partie analyse qu'on vient d'évoquer. Mais à partir du moment où vous êtes tombé d'accord sur le rachat d'un site internet, il y a 4 choses qui doivent vous aider à vous sécuriser et faire en sorte de mener à bien votre opération. La rédaction d'un contrat de cession, la sécurisation des fonds, la migration de l'intégralité des actifs que vous devez récupérer et l'accompagnement, puisque une vente ou un rachat ne s'arrête pas au moment où vous avez récupéré le site, il se poursuit avec la prise en main de ce site internet. Donc, on va en parler. La partie contrat, même si sur les tout petits business, on peut avoir tendance à privilégier juste l'émission d'une facture, ce que je peux comprendre, sur tout business qui dépasse quelques milliers d'euros, plus de 10 000 euros, je ne peux que vous inviter, vous inciter à rédiger un contrat de cession. Dans ce contrat de cession, vous allez pouvoir mettre toutes les clauses spécifiques à chaque cas particulier. Si vous devez maintenir des liens, si vous devez avoir une clause de non-concurrence, si vous avez un accompagnement qui a été négocié, si vous avez une structure de paiement qui a été négociée, par exemple, si vous avez décidé de payer en plusieurs fois, c'est le contrat de cession qui va vous permettre de prouver qu'il y a eu cette clause qui a été négociée. Il y a plein de choses qu'on peut voir sur la notion contrat de cession. Allez dans le blog. Encore une fois, il y a des articles dédiés à la rédaction d'un contrat. Et deuxième chose à savoir, Dotmarket propose une prestation de rédaction de contrat de cession et de réalisation du séquestre, dont je vais parler juste après. Maintenant, pour tous les business qui sont listés sur Dotmarket avec le macaron transaction sécurisée, j'en profite pour le placer, sachez que ces sites internet sont d'ores et déjà accompagnés et que vous bénéficiez, en rachetant ce site, du contrat et du séquestre qui sont pris à charge par, non pas par Dotmarket, mais par le vendeur qui nous a sollicité dès le début et qui prendra à sa charge la transaction sécurisée. Sécurisation des fonds, pour enchaîner, évidemment, là encore, quand on est sur un tout petit site, ça peut paraître complexe et un petit peu disproportionné de faire appel à un avocat pour le séquestre des fonds, ce que je peux comprendre, mais pensez à minima à vous protéger. Donc, vous protéger sur un site à 2 000 euros, ça peut être de payer 1 000 euros, puis de récupérer le site, puis de payer les 1 000 euros restants. Voilà, tout ça, ça se négocie évidemment avec les cédants ou d'utiliser une plateforme tierce type escroc.com. Je sais, le nom est terrible, mais bon, c'est une plateforme sérieuse. Oubliez comment ça sonne à l'oral.
Escrow n'est pas une plateforme d'escroc. Et vous pouvez faire appel à eux. Ils prennent un pourcentage sur la transaction, mais bon, à minima, ça vous permet de sécuriser un petit peu. Et évidemment, je le répète, c'est le type de prestation que nous sommes en mesure de vous proposer, puisque nous travaillons avec un cabinet d'avocats qui a pignon sur rue sur Paris et qui intervient sur la partie contrat, c'est-à-dire que vos fonds ne transitent même pas par Dotmarket, ils transitent directement par le compte Scarpa ouvert par un cabinet d'avocats et tout est sécurisé par leurs soins. Nous, on est là pour accompagner, pour superviser, mais toute la partie financière et juridique passe par un tiers de confiance qui vous garantit que vos fonds sont en sécurité et que tout va bien se passer. On a 2 autres points qui sont souvent négligés. La partie migration. La migration, c'est le transfert technique du site internet, certes, mais de tous les actifs liés à la session. Donc là, important d'avoir un contrat parce que quand vous rachetez un site internet, vous achetez aussi peut-être le compte Brevo, la page Facebook liée, la base mail qui est peut-être dans le compte Brevo, la liste des contrats fournisseurs, et peut-être qu'il y a d'autres choses encore liées à ça. Donc tout ça, la fiche Google My Business. Donc tout ça, il faut pouvoir bien l'intégrer dans le contrat de cession pour qu'il n'y ait pas de surprise, être sûr que vous récupériez tout, qu'il n'y ait pas une surprise de bah non, je ne vous donne pas la chaîne YouTube, par contre, bah oui, on ne l'a pas mis dans le contrat de cession. Et le transfert technique de tout ça, évidemment, peut nécessiter de faire appel à un prestataire externe. Alors là, je vous ai cité O2Switch, parce que pour les sites internet, par exemple, une astuce pour bien sécuriser, c'est que O2Switch, et on n'a pas de partenariat affilié avec eux, donc ce n'est pas de la publicité déguisée. Si vous ouvrez un nouveau compte d'hébergement avec eux, ils acceptent de vous migrer gratuitement le site internet. Donc, c'est un bon moyen de sécuriser votre migration et de ne pas avoir à vous soucier de comment ça va être réalisé. Si vous pouvez, essayez de récupérer le compte complet d'hébergement. Ça vous évitera d'avoir à faire justement la migration, puisque si on vous donne le compte d'hébergement complet, vous allez avoir l'intégralité, le site internet, le nom de domaine, etc., qui sont dessus, et ça vous évite d'avoir à passer par cette partie-là. Et faites attention, je sais, ça fait beaucoup d'infos, mais encore une fois, on fera un webinaire dédié à la migration technique, parce que je sais que c'est un gigantesque sujet, et on fera intervenir nos experts techniques là-dessus, mais faites attention pour tout ce qui est bascule de compte, PayPal, Stripe, Google My Business, Meta. Il faut le faire correctement, il y a des méthodologies à suivre qui évitent de se faire bloquer les comptes, donc faites attention. Et je vais continuer et conclure avec une partie qui est critique. Je vous l'ai dit, la vente, l'achat d'un business ne s'arrête pas au moment où vous avez récupéré le site. Ça s'arrête après avoir bénéficié de l'accompagnement. Aujourd'hui, sur Dotmarket, sur chacune des fiches des business qui sont listés, vous avez en bas de page, quand vous avez payé votre abonnement, évidemment, parce que si vous cherchez et que vous n'êtes pas abonné, vous n'allez pas trouver cette info et vous allez être frustré. Mais si vous êtes abonné, vous allez trouver en bas de nos pages l'accompagnement qui est proposé par le cédant ou la cédante du business. Déjà, ça doit vous donner un indicateur clé qui est est-ce que la personne propose 1 heure, 2 heures d'accompagnement sur Skype ou est-ce qu'elle vous propose un accompagnement aussi long que nécessaire? Si vous débutez, vous avez besoin d'être accompagné sur la durée, évitez les business qui vous proposent juste 1 heure de Skype d'accompagnement. De base, ça veut dire que vous vous mettez dans une situation où vous n'allez pas bénéficier de l'accompagnement le plus complet. Donc, privilégiez peut-être les business qui, dès le début, ont exprimé une volonté de vous accompagner sur une durée un petit peu plus longue. Et ensuite, gardez en tête que tout ça, ça se négocie. Donc, si un site vous intéresse, mais que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné sur une durée un petit peu plus longue, exprimez-le aux cédants ou aux cédantes. Dites-leur qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme accompagnement et proposez-leur un accord. Alors, ça peut être un accord gratuit, peut-être quelques heures de plus, ou ça peut être un accord payant en demandant à la personne, par exemple, en étant rémunéré à hauteur de quelques dizaines d'euros de l'heure ou plus, chacun définit ses prix, de vous accompagner au format consulting. Donc, gardez toujours en tête, l'accompagnement, c'est hyper critique pour apprendre à reprendre le site en main, mais aussi pour apprendre potentiellement à le développer. Utilisez cette partie-là qui est à votre disposition. Et enfin, évidemment, utilisez encore une fois le blog, mais faites aussi potentiellement appel à nous, parce qu'il y a un point clé qui peut vous intéresser, c'est que en fonction de l'accompagnement dont vous avez besoin,
Peut-être que vous avez besoin, par exemple, d'une agence spécialisée en référencement ou en publicité sur Meta ou sur Google. Potentiellement, on a dans notre carnet d'adresses des partenaires qu'on est susceptible de vous recommander, donc de vous mettre en contact avec pour que ça devienne vos prestataires si vous en avez besoin. On ne l'a pas dans tous les secteurs. On ne recommande que des gens avec qui on a bossé. Donc, si on n'a personne avec qui on a bossé, on vous le dira. Mais si on a quelqu'un qu'on est capable de vous recommander en étant en toute confiance, on le fera avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour les besoins d'accompagnement, de développement de vos sites. Et on va conclure très rapidement avec la notion de financement d'un rachat. Aujourd'hui, c'est un sujet majeur. Très souvent, on me pose la question, concrètement, comment est-ce que je peux racheter un site internet aujourd'hui? Est-ce que je dois absolument le payer en fonds propres? Est-ce que je peux faire appel à des solutions de financement bancaire? J'adorerais vous faire 1 heure sur le sujet et vous expliquer toutes les solutions merveilleuses qui existent pour racheter un business sur internet. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Il y a globalement des solutions pour les actifs seuls qui sont faites appel à vos fonds propres ou utiliser du crédit vendeur. Le principe du crédit vendeur, c'est que c'est le vendeur qui fait la banque. Donc aujourd'hui, vu que les banques ne prêtent plus, on peut proposer à un vendeur ou une vendeuse en échange d'un paiement, par exemple, de 30, 40, 50, 60, 70%, 30 et 50, ça va être rarement accepté, mais en échange de 50, 70% du paiement initial, de payer la suite en lissé sur plusieurs mois. Pas de garantie que ce soit accepté par les vendeurs, mais sachez aujourd'hui que c'est une des solutions pour obtenir du financement sur un actif seul. Et par contre, pour tout ce qui est fonds de commerce ou titres, oui, il est possible d'obtenir des crédits auprès des banques. En fait, à partir du moment où vous allez voir votre banque avec un bilan comptable, plusieurs années de bilan comptable d'ailleurs, je le précise, ou si c'est sur un fonds de commerce avec un bilan comptable bien ventilé pour refléter les différentes activités gérées par la société que vous souhaitez racheter, à ce moment-là, il est possible, même s'il n'y a pas de garantie en ce moment, d'obtenir potentiellement du crédit bancaire de la part de votre banque. Et je ne vais pas élaborer là-dessus parce qu'on n'est pas spécialiste, mais par contre, comme sur les autres sujets, on a prévu, dans les mois qui viennent, de faire intervenir un expert ou une experte en financement qui viendra vous donner tous ces conseils justement sur quoi mettre dans votre panier pour avoir le plus de chances possible d'obtenir des possibilités de financement pour le futur, pour vos rachats. Le blog, évidemment, ça me permet de le replacer. On a des articles là-dessus. Et on arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'on a respecté le timing? Je crois qu'on est tout pile dans le timing. On a 3 minutes de débordement. Ça va, on s'en sort pas mal. Par contre, évidemment, on ne va pas du tout avoir de temps pour les questions-réponses parce que sinon, on va vous retenir tout l'après-midi et ce n'est pas le but. Juste pour conclure, dites-nous en commentaire un petit peu est-ce que vous vous sentez plus rassuré? Est-ce que vous avez appris des choses? Mettez-nous toutes les questions là que vous pouvez avoir. Et puis Margot, qu'est-ce qu'on fait du coup sur les Q&A? Alors, si certains d'entre vous ont encore un peu de bande passante suite à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on vous propose de se retrouver dès lundi, une fois toutes les informations digérées, pour profiter de votre week-end, etc. On vous propose de nous retrouver lundi de 12h30 à 13h30 pour justement se consacrer uniquement aux questions que vous pourriez avoir. Et je me ferai un plaisir de vous communiquer le lien dans le mail post-visionnage, enfin post-inscription au webinaire. J'ai la possibilité de le faire. Je vais également vous l'envoyer de suite Ici, ouais. dans le chat. Comme ça, vous pourrez vous inscrire d'emblée. Alors, hop. Voilà. Je le mets d'emblée. Je crois que c'est bon. Voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire et si vous avez des questions très importantes à poser et que vous souhaitez absolument avoir une réponse, vous avez la possibilité soit de nous écrire à hello@dotmarket.eu si vous n'êtes pas disponible lundi, ou même si vous voulez être sûr qu'on réponde à votre question, n'hésitez pas à nous écrire en direct. Et si vous voulez que ce soit plus interactif et avoir le plaisir d'avoir la réponse en direct de Kevin, rejoignez-nous lundi à 12h30. Parfait. Donc, on fait ça. Ça sera
1 heure. Même si on peut faire 45 minutes, on fera 45 minutes. On essaiera de faire hyper efficace. On va reprendre toutes les questions que vous avez posées en amont. Comme ça, on va pouvoir les grouper aussi et voir un petit peu les gros sujets tendances qui ont été évoqués. Et voilà, encore une fois, l'enjeu, ce sera de répondre un maximum à toutes les questions que vous aurez par rapport à toutes les infos qu'on vous a données. Voilà, il y a plein de questions sur les codes promo sur le Black Friday. Non, on n'a pas prévu de code. On n'est pas venu aujourd'hui pour vous faire une promotion Black Friday. On est venu pour vous donner plein d'infos et en espérant que ça vous aide dans votre recherche. Évidemment, on sera ravis si vous venez faire vos achats de site internet sur DotMarket. Mais je pense que même si vous ne le faites pas sur DotMarket, vous avez a priori à présent plein d'informations hyper utiles pour apprendre à trouver les bons sites internet, pour comprendre comment ça fonctionne un site internet, comment ça gagne de l'argent, etc. Donc voilà, pas d'offre, mais on a été ravis en tout cas de passer ces quasiment 1h45 avec vous pour vous partager tout ça. Et on se réjouit de vous revoir, en tout cas une partie d'entre vous, lundi pour une séance peut-être un petit peu plus intimiste, mais où on répondra spécifiquement aux questions que vous nous poserez en direct. Tout à fait. Et je fais juste un petit dernier ajout. Je vous confirme que dans le mail de confirmation, post-participation à ce webinaire, il y aura bien le replay disponible. Exactement. Et que dans quelques jours ou semaines au plus tard, on aura monté tout ça pour couper tous les passages et faire en sorte que vous ayez ces vidéos dans votre espace membre accessible si jamais vous avez envie et besoin de revoir certaines parties. Absolument. Merci à tout le monde. Merci On beaucoup. vous retient pas plus longtemps. On vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt ou à lundi pour celles et ceux qui seront là. À bientôt. Au revoir.